Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ce soir pour notre chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors les amis, ce soir nous allons traiter l'actualité comme d'habitude au Moyen-Orient avec Monsieur Cohen. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, la possibilité d'interagir avec nous. Euh, dans la mesure du possible, essayons de rester sur le sujet. Et donc là, on va commencer, bien sûr, sur un sujet qui nous intéresse tous. Donc, c'est l'implication de l'Iran, justement, dans la zone du Moyen-Orient. Euh, Monsieur Cohen. vous lancez quelque chose ou j'y vais? Allez-y, allez-y, puis Ok, derrière, on enchaînera sur les non, questions. non, je pensais, ok, d'accord. Donc, bon, l'Iran revient dans l'actualité, mais en fait, il faut savoir que l'Iran, elle est dans la ligne de mire de l'Occident depuis au moins, depuis l'an 2000 à peu près, depuis au moins 25 ans, sinon 30 ans. En fait, depuis que le régime islamique, la République islamique d'Iran, a pris un virage, comment dire, de liberté, d'indépendance, et surtout qu'elle a montré sa volonté de ne pas se soumettre euh, à la puissance régionale qui est Israël. En quoi faisant? L'Iran a estimé de son intérêt de développer une industrie nucléaire civile qui n'était pas du goût d'Israël. Vous savez qu'Israël a interdit, officiellement ou non, à tout pays arabe ou de la région de maîtriser la technologie nucléaire. L'Irak a bien essayé, a construit une centrale nucléaire civile en surface, sans problème, c'était la France qui l'avait construite. Et Israël a attendu la fin de la construction pour la bombarder, tuant un ingénieur français et quelques Irakiens. Et pour ceux qui connaissent le livre de Victor Ostrovsky, que j'ai quelquefois cité ici, qui est un ancien officier du Mossad et qui avait démissionné, ce qui est rarissime, hein, dans les années 80, et qui a publié un livre, justement, où il parle des Sayanim et d'un Sayan qui était infiltré, enfin, qui travaillait à Saclay. Donc, il fait partie des 4000 Sayanim qui obéissent au Mossad. Et donc, le Mossad, l'Irak avait envoyé un certain nombre d'ingénieurs se former à Saclay. Et le Mossad avait son Sayan à l'intérieur. Ils lui ont dit, tu nous apportes les dossiers des ingénieurs. Ils en ont fait des photocopies. Il les a remis à leur place. Et grâce à ces fichiers, ils ont réussi à trouver un maillon faible. Il raconte tout ça en détail, si vous pouvez le lire, c'est fascinant. Et donc, ils ont réussi à le prendre au piège. Donc, il a trahi. Il a divulgué le nom du chef du projet qui devait venir à Paris, incognito. Donc, le Mossad est allé à son hôtel. Le type a ouvert la porte. Il a été abattu de 2 balles. Voilà. Et donc, le projet irakien est tombé à l'eau. Voilà. Alors, ce qui est amusant, enfin amusant, vous allez voir, c'est que vous savez qu'avant le 7 octobre,
l'Arabie saoudite menait des négociations pour normaliser ses relations avec Israël. Bon. Quelle est la condition que posaient les Saoudiens? C'est une question piège. Ils avaient posé une condition essentielle. Alors, pour ceux qui pensent qu'ils voulaient un État palestinien, c'est perdu. Parce que de toutes les façons, les pays arabes savent ou sont obligés d'admettre que dans l'état actuel des choses, Israël ne permettra jamais un État palestinien. Voilà, donc c'est clair et net. Donc si on veut signer la paix, signer un accord avec Israël, il faut accepter, comme j'ai dit dans une petite vidéo, la Pax Israelana, c'est-à-dire faire la paix avec l'empire sioniste aux conditions du vainqueur, parce qu'il est le vainqueur. Voilà. Alors, l'Arabie saoudite a demandé que les États-Unis apportent leur garantie qu'en cas de normalisation, l'Arabie saoudite soit autorisée à construire des centrales nucléaires civiles et que celles-ci ne soient pas détruites par Israël. Vous voyez dans quel état de soumission était l'Arabie saoudite. Enfin, je veux dire, imaginez l'Arabie saoudite quand même. Bon, d'accord? On ne va pas vous faire un dessin. L'Arabie saoudite demande l'autorisation et la garantie américaine parce l'Arabie saoudite veut se doter de centrales nucléaires. Mais il y a la menace du maître, la menace du patron, la menace du tyran, de l'empire. Attention, les Arabes n'ont pas droit à l'énergie nucléaire. Bon. Et donc, maintenant les négociations sont tombées à l'eau à cause de la guerre, etc. Mais le jour où elles reprendront, alors faites bien attention au truc du nucléaire. Et donc, qu'a fait Israël au début des années 2000? Vu que l'Iran s'est lancé dans... Il n'y a pas de raison que l'Iran renonce à l'énergie nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Israël a lancé l'idée que l'Iran développe une arme nucléaire. Et donc, ça a été, enfin, pour ceux qui suivaient la politique à l'époque, c'était incroyable. Israël disait, nous allons bombarder, retenez-nous, ou alors... Et bon, les États-Unis ont fait pression sur l'Iran. Ils ont pris des sanctions illégales, presque unilatérales. Et justement, à l'époque, vous savez, en 2000, jusqu'en 2010, 12, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et moi, je m'informais, enfin, il y avait une émission sur LCI avec Vincent Herouet qui était consacrée à la politique internationale. Moi, j'aimais bien cette émission parce que une des rares qui était relativement correcte. Voilà. Et bien, ce Vincent Herouet, je me souviens, vers 2009-2010, il avait dit ceci. Il avait dit, vous savez, le cri du cœur, hein, il a dit, mais ça fait 10 ans qu'Israël nous annonce que dans 6 mois, l'Iran va avoir la bombe atomique. Ça fait 10 ans qu'il nous fait le même coup, qu'il nous dit, dans 6 mois, l'Iran aura la bombe atomique et il n'a pas. Alors, bon, voilà, donc c'est juste pour vous dire à quel point Israël a poussé l'Occident dans une espèce de tension avec l'Iran, telle que, à un moment donné, ça devenait insupportable. Les pays comme l'Allemagne, la France avait un très grand marché en Iran. Il était le premier fournisseur de voitures Peugeot, par exemple.
l'Allemagne en vendait aussi. Et donc, ces pays étaient coincés par le harcèlement d'Israël. Et donc, finalement, Barack Obama, il a fait pression sur Israël, probablement parce qu'il a augmenté l'aide militaire à Israël. Il a fait passer de 3 milliards à 4 milliards par an, peut-être aussi. Hein. Et ils ont signé un accord 5+1 en 2015. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin. Alors, l'Iran mettait sous contrôle international toutes ces installations nucléaires. Donc, je veux dire, c'était une surveillance avec des caméras, l'inspection de l'AIEA, etc. Bon. Mais l'Iran reprenait sa place dans l'ordre économique mondial. Elle reprenait ses exportations de pétrole, les contrats avec les pays, et tout le monde était content. Voilà. Et les vérifications, etc., il n'y avait pas de souci. Mais quand Trump est arrivé au pouvoir, vous savez que Trump, au départ, il n'était pas vraiment sioniste pendant sa campagne électorale. Bon, je ne vais pas vous raconter des anecdotes, mais il n'était pas vraiment. Mais il a compris que s'il continuait à ne pas l'être, il allait perdre. Et donc, il a, de manière opportune, il a changé de fusil d'épaule et il est devenu plus sioniste que lui, tu meurs. Voilà. Et donc, il a reconnu Jérusalem, le Golan, et Israël a poussé jusqu'à ce que l'Amérique dénonce l'accord en 2018. Donc, si vous voulez, les tensions actuelles entre l'Iran et Israël, l'Iran et l'Occident, proviennent de la dénonciation de cet accord. Et donc, finalement, on a repris les sanctions et l'Iran a été encore une fois mis au banc des nations, boycott, etc. Alors, ceux qui racontent que Trump est pour la paix, d'abord, il y a ce fait que sans la dénonciation de cet accord, aujourd'hui, l'Iran aurait été un acteur pacifique de cette région. Il aurait contribué à l'apaisement des conflits. Et à cause de Trump, l'Iran a été mis au banc des nations. Et donc aujourd'hui, il rejoint les BRICS et rejoint le camp hostile à Israël et à l'Occident. Je vais vous donner deux autres illustrations comment dire, du militarisme ou du non-pacifisme de Trump. Vous savez qu'il y avait un accord militaire très important. Il y avait plusieurs accords militaires entre la Russie et les États-Unis sur la limitation des armes nucléaires, des missiles nucléaires, sur les missiles à moyenne portée, parce que ce sont les plus dangereux. Trump a dénoncé cet accord, je crois, en 2017 ou 2018. Il a dit, il n'y a pas d'accord. Allez. Et donc, ça augmente l'insécurité, et la probabilité éventuellement d'un conflit nucléaire. Deuxièmement, pendant 4 ans, Trump aurait pu geler le projet otanesque de l'Ukraine et l'obliger à respecter les accords de Minsk. Et il aurait réglé le problème de l'Ukraine, ce qu'il n'a jamais fait. Bon. Vous savez, Trump n'est pas un ange, n'est pas un démon non plus, n'est pas un ange. Ce qu'il faut, surtout, il ne faut pas voir en lui un ange. Voilà, genre, il va venir, il va apporter la paix. Pas du tout. Voilà. C'est-à-dire que lui, il va faire ce qu'il arrange en fonction des intérêts des États-Unis et de ses alliés. Voilà. Et donc, on a vu la preuve. Donc, l'Iran s'est retrouvé encore acculé aux sanctions.
encore acculé à des... vous savez que l'Iran est le principal... il y a la Russie, mais l'Iran est très présent en Syrie et qui transmet les armes au Hezbollah, forme les Syriens, etc. Mais les forces iraniennes en Syrie étaient régulièrement bombardées. Des scientifiques iraniens étaient assassinés par le Mossad. Et l'Iran ne réagissait pas. Et récemment, l'Iran a réagi. Il y a 2 mois, on avait dit oui, il a réagi de manière molle, etc. C'était vrai. Il y a 4-5 jours, il avait réagi un peu moins mollement, mais disons, il n'a pas fait trop de dégâts, mais suffisamment. Il a touché le siège du Mossad et il a touché une base aérienne. Et il leur a dit, si jamais vous répliquez, il y aura une contre-réplique. Eh bien, depuis 3-4 jours, Israël n'a pas répliqué. Et ça, c'est quand même incroyable. Parce que Netanyahou a ouvert sa grande gueule. Il a dit, comment vous allez voir, patati, patata. Eh bien, on n'a rien vu. Voilà. Parce que les Iraniens ont dit, faites gaffe, nous réagirons si vous touchez nos puits pétroliers, on détruira tous les puits pétroliers du Moyen-Orient qui sont alliés des Occidentaux. Vous imaginez la catastrophe. Bon. Et donc, mais Israël se venge sur l'Iran. Voilà. Alors, il y a un truc qui se passe, peut-être qui passe un petit peu plus ou moins inaperçu, c'est que il y a aussi, Israël se rend compte, à mon avis, c'est un peu comme l'Ukraine, c'est-à-dire, on fait des choses et après on les regrette. C'est-à-dire qu'à force de pousser l'Iran dans ses retranchements, l'Iran est devenu un allié important de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire un allié stratégique. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une idée, vous savez, j'ai souvent dit ici à quel point Netanyahou et Poutine avaient une relation privilégiée. Netanyahou allait à Moscou 2-3 fois par an. Comme ça, il faisait un saut, il discutait avec Poutine. C'était vraiment presque une lune de miel. Il y a 3 jours, le Kremlin a fait savoir, parce qu'il l'a rendu public, il a dit que Netanyahou a cherché désespérément à appeler, à entrer en contact téléphonique avec Poutine, et Poutine a refusé de répondre à son appel. Voilà. Et donc, ça a été déclaré publiquement. Et la Russie a montré certaines actions, par exemple, a lancé un appel aux Russes d'Israël de quitter le pays, de revenir en Russie. C'est vraiment un acte d'hostilité. Donc, il y a un tournant en ce moment au Proche-Orient, enfin dans cette région. La Russie n'est plus... vous m'avez souvent entendu dire que la Russie était très prudente parce qu'elle ne voulait pas heurter de front Israël. Mais apparemment, les choses ont vraiment changé depuis une semaine. Et on assiste à pas un renversement des alliances, mais en tout cas à une espèce de sanctification de l'Iran. C'est-à-dire que son territoire est désormais sous protection russo-chinoise. Et donc, il y a quand même un changement qui est en train de s'opérer où Israël ne fera plus la pluie et le beau temps. Malheureusement, Israël se venge terriblement sur le Liban. Hier soir, il y a eu des bombardements terribles parce que quand on bombarde des immeubles entiers sous prétexte qu'il y a 2 ou 3 gars du Hezbollah, c'est vraiment... Voilà. Mais voilà, bon, ça c'est un autre chapitre. Je voulais parler de l'Iran, mettre l'accent sur la position de l'Iran avec un peu d'historique sur le conflit. Et voilà, bon, s'il y a des questions sur l'Iran ou autre, je suis prêt à répondre.
Merci, Monsieur Cohen. Donc, comme vous l'a dit, Monsieur Cohen, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent prendre la parole, faites la demande, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok ou sur les autres plateformes. On vous la donnera sans problème. Monsieur Cohen, je suppose que vous avez tous vu, vous avez bien sûr vu la vidéo de la déclaration après les bombardements de l'Iran de Netanyahou, où il tient un papier et le caméraman zoom parce qu'on le voit trembler. Oui, oui, Et il y a une autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux aussi, où il est parti en courant se oui, cacher. oui, Bon, voilà. oui, oui. Selon vous, c'est une preuve que Netanyahou n'est plus en sécurité aujourd'hui? Non, et à mon avis, il doit recevoir des rapports, les vrais rapports de ses services de renseignement, de l'armée, et il doit se dire que la situation n'est pas aussi bonne qu'il le pense ou qu'il le rêvait, mais et c'est lui qui est tombé à la limite dans son propre piège. Parce qu'on voit mal maintenant comment il va dire à son peuple et à la communauté internationale, je vais chercher un accord. Parce que, vous savez, enfin, tout le monde dit, en tout cas, j'ai entendu des sources sûres, que le Nasrallah avait accepté un accord de cessez-le-feu. On était sur le point de signer un accord de cessez-le-feu. Et pour les Israéliens, c'était. Bon, ils l'ont tué, enfin bon, ils l'ont descendu. En fait, la politique israélienne, ça a toujours été comme ça. Parce qu'ils pensent qu'en tuant un dirigeant, qu'en tuant des responsables, ils vont amener les autres à récipiscence, c'est-à-dire à demander grâce. Voilà. Et c'est pas ça qui se passe. Apparemment, les quelques tentatives d'incursion en territoire libanais se soldent par des échecs terribles, des dizaines de morts de soldats, des tanks détruits et des dizaines de morts de soldats israéliens. Il leur reste à bombarder. Bon, c'est pas, enfin bon, c'est une solution pathétique, disons, parce que voilà, ils vont aggraver leur cas, si vous voulez. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'à quand, enfin, en tout cas, je pense aux Européens, par exemple, jusqu'à quand ils vont continuer à tolérer ce genre de choses. Enfin, à mon avis, peut-être pour un bon moment. Mais voilà, quand même, on disait le Hamas était un mouvement terroriste. Là, on tue des Libanais qui n'ont rien demandé. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, sont des chrétiens, etc. Mais à D'accord. mon avis, Netanyahou, il ne doit pas se sentir tout à fait à l'aise, voilà. Très bien. Et donc, du coup, là, concernant l'Iran, aujourd'hui, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a déclaré depuis Beyrouth qu'il soutenait les efforts de cessez-le-feu simultanés avec Israël au Liban et dans la bande de Gaza. Oui, le Hezbollah a toujours dit que lorsqu'il y aura un cessez-le-feu avec le Hamas, lui, il arrête aussi. Et il était prêt aussi à arrêter. Enfin, je veux dire, le Hezbollah n'a aucun intérêt. Il ne cherche pas la confrontation. Il y est prêt, il y est préparé, mais il ne la recherche pas. Voilà. Ou alors, peut-être qu'il fera la confrontation lorsque ça l'arrangera et à ses conditions. Mais pour le moment, je pense qu'il a atteint son objectif aussi, c'est-à-dire il a fait partir 80 000 résidents du Nord qui, quand même, sont partis depuis un an, ce qui est la première fois que ça arrive. Et donc, il met aussi les Israéliens devant leur responsabilité. Voilà. Très bien. Alors, j'ai un premier intervenant. Je vais lui donner la parole sur TikTok et après, je viendrai sur YouTube. Euh, c'est à toi, Algérie. Ouais, bonsoir. Je voulais savoir si Netanyahou il cachait le nombre de morts en Israël ou si on parlait de bombardement, s'il y a plus de morts qu'il me le dit. On n'a pas bien compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je crois que j'ai entendu, Wally.
Ah, ok, très bien. J'ai compris, j'ai compris. Allez-y, M. Cohen. En tout cas, le nombre des blessés, c'est sûr qu'il est pratiquement censuré. Parce que moi, je suis abonné à pas mal de newsletters. J'écoute les infos israéliennes, j'écoute les infos. Et alors qu'en général, quand il y a un mort, c'est qu'il y a 3-4 blessés. On l'a appris avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, c'est un peu le ratio logique dans une confrontation militaire. Voilà. Le nombre de blessés est tabou en Israël. Donc, à mon avis, il doit être de plusieurs milliers. Parce que s'il y a 500 morts, ça veut dire qu'il y a minimum 2000 à 3000 blessés. S'il y a plus de morts, etc. Donc, on n'entend jamais parler des blessés, il ne les montre jamais. Par contre, les morts, il les montre, il donne leur nom. Alors, est-ce qu'il minore le nombre des morts? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il y en a chaque jour. Là, par exemple, hier, il y a eu 8 morts d'un coup au sud Liban. Par contre, il ne parle pas des blessés. Voilà, encore une fois. Parce qu'en général, si on fait le ratio, 8 morts, ça veut dire 30 à 40 blessés. Et donc, les blessés, on n'en parle pas. Les morts, on en parle, mais est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils citent tous les morts? Je ne peux pas ni l'affirmer, ni l'infirmer. Voilà. Très bien. Je reviens sur TikTok après. J'ai un intervenant qui était là avec moi sur YouTube. Malheureusement, elle est partie. Donc, je vais donner la parole sur Twitter. Tu peux prendre la parole, Scafou. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour Attitude, je te remercie pour l'actualité. Et bonjour Monsieur Jacob Cohen. J'avais une question à vous poser. Je voulais savoir, de votre point de vue, par rapport, si nous sommes bien d'accord, en restant sur le sujet de Iran-Liban, concernant la Russie, est-ce que la Russie a vraiment donné un avertissement à Israël et par rapport à ce qui s'est passé? Disons déjà le fait de refuser de parler avec Netanyahou, ça montre un éloignement certain de la relation entre la Russie et Israël. Voilà. Ça, c'est évident. Je veux dire, c'est la première fois que ça arrive et c'est vraiment un camouflet pour Netanyahou. Bon, il y a eu des prises de position au niveau diplomatique, etc. On aurait pu penser que c'est juste des paroles en l'air, mais à mon avis, la Russie, avec sa prudence habituelle, vous connaissez la mesure qui peut parfois énerver les impatients, mais le sang-froid de Poutine, il est remarquable, et la mesure, et donc la Russie est en train de prendre ses distances, et donc même le plus petit détail a son importance venant de Russie, parce que ça montre un changement considérable et radical de la position de la Russie qui n'hésiterait pas, si l'Iran était attaqué de manière frontale, je pense que, enfin, je suis convaincu que la Russie ne laissera pas l'Iran tomber. Et c'est pour ça, probablement, c'est une des raisons qui ont fait que l'Israël n'a pas répliqué. Probablement, Israël a dû recevoir un veto des États-Unis qui leur ont dit pas de réplique. Voilà. Donc, il n'en est pas question. Et à mon avis, ils ont dû vraiment le faire de telle manière, parce que c'est incroyable qu'Israël ne réplique pas, qu'Israël n'ait pas répliqué. Voilà. Et donc, à mon avis, la Russie aussi le poids de la Russie et sa détermination a dû jouer. Et donc, la Russie va prendre de plus en plus d'importance, de présence, et même concrètement du côté de l'Iran et du côté des autres qui se battent, du côté de la Syrie, du Hezbollah, etc., mais avec la prudence et la mesure habituelle que nous connaissons des Russes depuis sa guerre en Ukraine, leur guerre en Ukraine. Voilà. Voilà, merci, monsieur.
Je vous remercie, Attitude, et je vous remercie, Jacob, laissez la parole. Je t'en prie, merci. Merci. J'ai plus d'autres questions. Je te remercie. Je vais donner la parole. Je reviens sur TikTok, je redonne la parole. Numidi. Bonjour à tous, bonjour monsieur Jacob Cohen. J'ai une question Bonjour. très sensible. Dans Oui. certains médias, on a parlé de la présence on va dire, de l'existence des prisons israéliennes sur un territoire marocain. Est-ce que vous pourriez confirmer, ou peut-être il y aurait des prisons israéliennes qui se trouvent actuellement sur le territoire marocain, soi-disant, on fait venir des prisonniers palestiniens pour les emprisonner dans des prisons qui se trouvent au Maroc. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, non, vous savez, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'espionne et le journaliste, qui est paru chez l'Harmattan en 2009. Et c'est quoi l'histoire? Je suis parti d'un fait réel, c'est-à-dire que la CIA sous-traite l'enfermement des prisonniers qui style Guantanamo, vous savez, les prisonniers sans mandat d'arrêt international, etc. Et elle en a envoyé au Maroc des prisonniers du style Guantanamo. Voilà. Et le roman consistait en quoi? C'est un roman, mais bon, voilà. C'est-à-dire que le numéro 2 de la DST marocaine n'était pas très chaud quant à la réception de ces prisonniers, sans mandat, etc. Et donc, il a été, le Mossad lui a fait un sale coup et comment dire, il a été obligé de démissionner parce qu'il allait devenir le numéro 1 de la DST. Donc déjà à l'époque, moi j'avais entendu j'avais cette information que la CIA sous-traitait l'emprisonnement de prisonniers hors mandat, si vous voulez, style Guantanamo. Alors, est-ce qu'on aurait revécu le scénario de ces prisonniers-là, mais avec des prisonniers palestiniens? Je ne sais pas, j'en doute. Voilà. C'est pas que le Maroc. Bon, d'abord, il y a le risque, parce qu'il y a toujours vous savez, dans ces milieux-là, même au Maroc, il y a toujours un patriote, comme quelqu'un qui peut, surtout aujourd'hui avec les smartphones, etc. Vous savez, il y a quelqu'un qui est patriote et qui n'est pas content, il prend des photos et il les balance anonymement à la presse, par exemple. Enfin, déjà, il y a ça. Et deuxièmement, je ne vois pas l'intérêt. La CIA avait l'intérêt d'envoyer des prisonniers parce qu'elle ramassait des milliers de prisonniers un peu partout. Vous savez, après le 11 septembre, etc., il ramassait des prisonniers en Irak, en Afghanistan et tout, et ils ne savaient pas où les traiter et comment les traiter, parce qu'il n'y avait pas de mandat. Donc, ils les avaient mis à Guantanamo, mais ils en avaient en surplus. Et donc, ils les donnaient à des pays amis, genre style le Maroc, voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas les traiter. Or, la question ne se pose pas de manière aussi cruciale pour Israël, qui peut très bien traiter, enfin, à mon avis, tous les prisonniers palestiniens qu'il fait. Voilà, moi, c'est sous toute réserve. Ceci dit, l'information ne m'est pas arrivée d'aucune façon. Voilà, donc je ne sais pas. Très bien. J'ai quelqu'un avec nous sur YouTube. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. J'ai une question très simple. J'écoutais Thierry Messant il y a peu de temps qui Vous avez écouté confirmait. quoi, pardon? Thierry Messant, Ah oui, d'accord, oui, pardon, oui. voilà, qui confirmait, enfin qui affirmait ou qui confirmait, peu importe, le fait que l'Iran ait vendu Nasrallah de manière, je dirais, normale ou commerciale, pour des raisons commerciales, justement pour aboutir à comment dire, à la possibilité d'accéder au marché, en fait. Enfin, je sais pas si la question est compliquée, mais Non, j'ai compris. voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi aussi, j'ai entendu, c'était l'émission sur le courrier des stratèges, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, oui. Voilà. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Je vais vous, Ouais. non, non, je suis désolé, mais voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit, il y a des factions en Iran, il y a des factions rivales, et qui parfois, il peut y avoir une faction rivale qui aurait vendu Nasrallah, mais pas, c'est pas le régime qui a décidé de vendre Nasrallah. À mon avis, moi, ça me paraît quand même assez improbable, mais il y a des factions. Voilà, et c'est très probable, enfin, d'autant plus que lui connaît très bien le pays de l'intérieur. Ne serait-ce par exemple, vous prenez Ahmadinejad. Ahmadinejad était un président, disons, révolutionnaire, jusqu'au boutiste, si on veut. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de concessions. Ben, il avait des ennemis, enfin des ennemis, des adversaires à l'intérieur. Donc on peut considérer que comme il n'y a pas toujours une unité, c'est-à-dire il y a des clans, un clan contre un autre, il peut y avoir un clan qui aurait vendu Nasrallah pour affaiblir ou pour des raisons particulières. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il ait dit que ce soit le régime iranien qui ait vendu Nasrallah pour obtenir une contrepartie. Je ne crois pas d'abord que le régime iranien en soit arrivé là, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, la situation de l'Iran a changé. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il aurait pu faire ça. Il était dans une situation vraiment difficile. Aujourd'hui, l'Iran est membre des BRICS, donc il n'a presque plus de problème au niveau du boycott. Le boycott occidental, enfin, je ne dirais pas qu'il s'en fiche, mais presque. Aujourd'hui, il y a le marché des BRICS, il a le soutien de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et d'autres pays qui vont adhérer aux BRICS. Et donc, il y a le réseau bancaire, il y a une nouvelle monnaie qui va se faire, etc. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, l'Iran se sent beaucoup, beaucoup mieux par rapport à l'Occident. À la limite, il peut lui faire un bras d'honneur à l'Occident. C'est-à-dire, il n'a plus, enfin, bien sûr, il aimerait reprendre ses relations, mais il n'est pas pris à la gorge. Il y a 2 ans, il était pris à la gorge. Donc, dire que le régime aurait vendu Nasrallah, surtout un allié aussi précieux, quand même, pour obtenir, d'autant plus que l'Iran aujourd'hui, vous savez, l'Iran, ils ne sont pas dupes. Ils connaissent la trahison de l'Occident. Regardez par exemple l'accord qu'ils ont signé, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le nucléaire, etc., de 2015, dénoncé par l'Amérique en 2018. Ils savent que l'Occident ne peut pas compter sur lui. Donc sacrifier un élément aussi important pour des promesses de non-boycott, c'est complètement ahurissant. Voilà, d'autant plus, je répète, c'est très important que la situation de l'Iran aujourd'hui, depuis 1 an, elle ne peut aller qu'en s'améliorant. Donc voilà, donc ce qu'il y a en Iran, c'est que, comme il l'a dit, il y a des clans, il y a un clan qui est peut-être, voilà, qui n'aime pas tel, qui est au pouvoir, qui veut lui faire une croche-patte, pour toutes sortes de raisons, je ne sais pas, et qui aurait trahi, voilà. Très bien, merci. Alors, il y a pas mal de demandes là ce soir. S'il y a des questions aussi, je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde. N'hésitez pas à les écrire aussi dans le chat. Samy, c'est à toi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Cohen. Alors, ma question était par rapport à l'Iran. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu, c'est ce que je pense, moi, Monsieur Cohen, l'Iran a un peu un scénario un peu hollywoodien où on présente un peu l'Iran comme étant un peu le grand méchant loup, celui qui fabrique des bombes nucléaires. En fait, ma question, moi en fait, pour qu'elle soit bien précise, c'est que j'ai l'impression il y a comment dire,
un peu un scénario quoi, concernant l'Iran et qui pourrait en fait justifier l'expansion d'Israël. C'est mon point de vue en fait. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais j'ai du mal un peu. Bon, excusez-moi, j'ai pas compris la question, je suis désolé. Je vais résumer en quelques mots. D'accord, allez. J'ai l'impression qu'en fait l'Iran n'est pas vraiment l'ennemi d'Israël et que en fait c'est un petit peu un scénario hollywoodien pour l'expansion d'Israël. L'expansion d'Israël, voilà. Et comme on peut voir dans les cartes, dans la carte du Grand Israël qu'on voit tout sur Internet. Qui est une bonne partie dans les pays sunnites et voilà. Ok, on a compris plus ou moins la question. On va essayer de répondre, M. Cohen. L'Iran n'a jamais voulu être l'ennemi d'Israël. L'Iran, le régime islamique, s'est constitué et il avait envie d'avoir des relations peut-être pas cordiales avec Israël, mais c'était pas l'ennemi. Il n'avait pas l'intention d'envahir Israël. Il avait il avait un discours pro-palestinien, anti-sioniste, mais c'est tout. Je veux dire, il n'a jamais. C'est Israël qui ne tolérait pas, et l'Amérique aussi, et surtout Israël ne tolérait pas l'émergence d'une puissance, d'une grande puissance indépendante et libre. Voilà. Dans la région, tous les pays qui ont tenu tête à Israël ont disparu. Que ce soit l'Irak, l'Égypte, disparu ou mis au pas. L'Arabie Saoudite, la Libye, etc. La Syrie, tous les pays ont été mis au pas. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Et sauf l'Iran qui a tenu tête et qui a voulu. D'ailleurs, au début, j'ai dit que l'Iran a voulu devenir une puissance nucléaire civile. Et ça, c'était intolérable pour Israël. Voilà. Israël n'admet pas. Si vous avez entendu le début de ma vidéo, j'ai développé ce point où Israël n'admettait pas qu'un pays de la région maîtrise l'énergie nucléaire. Et donc, tout ça a fait que Israël a poussé au harcèlement de l'Iran par les États-Unis, etc. Tout à l'heure, j'avais oublié de mentionner, par exemple, une déclaration d'Hillary Clinton en 2008, disant il faudra qu'un jour, on va raser l'Iran. Donc, en fait, c'est l'Iran qui est victime de l'agressivité occidentale, de l'axe américano-sioniste. L'Iran ne fait pas du cinéma. L'Iran n'a jamais demandé, l'Iran a accepté de maîtriser, de faire contrôler son industrie nucléaire pour commercer avec l'Occident, etc. Donc, l'Iran n'a jamais eu des objectifs impérialistes. Il n'a jamais revendiqué un territoire, ni sur les pays du Golfe, etc. Il n'a jamais dit que tel pays, telle monarchie n'a pas droit d'être et tout. Donc, en fait, c'est l'Occident qui l'a mis dans cet état, qui l'a harcelé, qui l'a poussé dans ses retranchements. Voilà. Donc, il n'y a pas de scénario tel que vous l'avez imaginé. Vous avez très, très bien expliqué. Merci, M. Cohen. C'est Diesel, c'est à vous. Ton micro, Diesel. Diesel, une fois. Malheureusement, il a un problème de micro. Je vais donner la parole à Coriano. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous entend. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Bonsoir, M. Cohen. Je suis content de vous entendre. Nous savons tous que Netanyahou ne veut pas de solution politique parce que, ça reviendrait à reconnaître l'État palestinien. Mais pensez-vous justement que la riposte audacieuse de l'Iran a pour la première fois changé la donne et que la peur ayant changé de camp, pour une fois n'est pas coutume, il va devoir, contraint, obligé de négocier justement, de négocier la paix, un cessez-le-feu à Gaza.
Donc, et Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Iran a l'arme nucléaire? Parce que moi, je dis non. Moi, je dis qu'ils sont pas encore. Moi, tout ce que j'ai entendu, et on m'affirme qu'elle l'a. Et moi, ça me semblerait bizarre que personne le sait parce qu'il y a des marqueurs. On peut savoir ça. Très bien, merci Coriano. alors, je vais d'abord répondre à cette dernière question. Le drame de l'Occident, c'est-à-dire en dénonçant l'accord en 2018, l'Iran s'est dit très bien, eh ben, je vais enrichir l'uranium. Et d'après ce que j'ai entendu, enfin je veux dire des émissions importantes, comme quoi l'Iran aurait suffisamment d'uranium enrichi, etc., enfin la technologie, pour faire une bombe ou quelques bombes en quelques semaines. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas aujourd'hui, mais qu'il pourrait la faire dans un délai de 2, 3, 4 semaines. Voilà. Et qu'il a tout ce qu'il faut pour la faire. Voilà. Ça, c'est d'après les observateurs les plus pointus que j'ai pu écouter. Maintenant, concernant l'accord, Israël peut signer un accord avec le Hamas, Al-Gaza, peut signer un accord avec le Hezbollah, mais jamais il ne signera un accord permettant un État palestinien viable. Voilà. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit que pour obtenir un État palestinien sur les frontières de juin 67, il faudrait écraser militairement Israël. Voilà. Parce que ce n'est pas Netanyahou. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la classe politique israélienne, c'est-à-dire 95% des Israéliens juifs ou de la classe politique israélienne, je dis bien 95%, sont contre un État palestinien. Ce n'est pas Netanyahou. La gauche a été au pouvoir pendant 20 ans. Après la guerre de 67, la gauche a eu toutes les occasions pour faire une solution négociée, ne l'a jamais fait. Donc, qui ne vient pas nous raconter des histoires. Je regrette que le monde s'accroche à Netanyahou comme s'il était le diable en personne. Bon, il est peut-être le diable, la question n'est pas là, mais ce n'est pas lui. Et lui n'a fait que reprendre une politique tracée depuis 1967, depuis 1948, je vous le dirai un autre jour si vous voulez, depuis 1948, il n'y aura jamais un État palestinien. Voilà. Donc, ça, pour obtenir ce résultat, il faut vraiment leur marcher dessus, leur faire mordre la poussière. Voilà. Voilà, donc ça mérite d'être clair. Kazaoui, c'est à toi. Oui, salam alaikum. Allez, Tout le monde, bonjour, M. Cohen. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est comment Israël et Benjamin Netanyahou comptent en finir avec. Comment vous pensez que ça va finir tout ça? Et ma deuxième question, c'est en ce qui concerne 67, que pensez-vous de l'information selon quoi Hassan II aurait vendu les pays lors de la guerre des 6 jours, les pays arabes lors de la guerre des 6 jours? Voilà. Je vais commencer par la deuxième question. Pour moi, c'est la plus grosse blague que j'ai entendue. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment des gens sérieux, et j'ai entendu des gens sérieux, dire que c'est Hassan II qui a vendu les pays arabes en 65 au sommet de Casablanca. Il a permis au Mossad d'écouter ce qui se disait au sommet de la Ligue arabe de 65. Ok, d'accord. Monsieur Cohen, je vous interpelle juste par rapport à ce sujet. Il y a une vidéo qui circule sur les médias, sur le média I24 qui parle de cette affaire. Hein. Je veux dire, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Non, oui, d'accord. Mais pourquoi si ça sort à I24, je me demande pourquoi ils mettent l'accent là-dessus. Parce que pour moi, voilà, c'est une arnaque. Voilà. C'est, comment dire, c'est pas. Moi, je me méfie de ce genre de. Voilà. Tout simplement, vous savez, qu'est-ce qui se passe dans un sommet arabe? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Nasser, il vient à Casablanca, d'accord? Il a en face de lui la monarchie marocaine, la monarchie saoudienne, qui sont ses pires ennemis. D'accord? Et il va leur dire, voilà mes plans, voilà où sont mes bases, voilà où je mets mes avions, voilà comment je conduis mon armée. Ah mais enfin,
soyons sérieux. Si Israël a gagné la guerre de 67, c'est parce qu'il a réussi à placer 2 espions, un en Égypte et un en Syrie, qui ont fait un travail absolument fabuleux. Voilà. Bon. Et donc, et même la guerre de 67, elle aurait pu ne pas avoir lieu. Je veux dire, c'est un concours de circonstances qui ont fait que les choses se sont précipitées. Je veux dire, pourquoi Nasser a fait retirer les soldats des Nations Unies du Sinaï? Voilà, c'est ce qui a entraîné l'engrenage. Alors que s'il ne l'avait pas fait, il n'y avait pas de guerre. Non, cette histoire, il ne se passe rien dans un sommet de la Ligue arabe. Qu'est-ce qui va se passer? Il se raconte des conneries. Voilà, des discours creux, d'autant plus que, vous savez, en 65, il y avait les monarchies qui détestaient Gamal Abdel Nasser. Ils le vouaient aux gémonies. Enfin bon, donc bon, ça c'est. Enfin, mais on reprendra cette question une autre fois. Oui, Si vous justement, M. Cohen, c'est un sujet sur lequel on pourrait faire une Oui, émission d'accord, d'ailleurs. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d'arguments, contre-arguments. Donc, bon, effectivement, maintenant la la première question, question. voilà, allez-y. D'accord, la première question, comment ça va finir? Vous savez, il y a un problème. Voilà. Il y a un problème, c'est que Netanyahou, il y aurait eu un autre chef du gouvernement, il aurait cherché une solution négociée au bout d'un mois ou 2. Pourquoi? Parce que Netanyahou, il est dans une situation délicate. D'abord, lui, il a envie, il a de l'ambition. C'est le Premier ministre qui a gouverné le plus longtemps en Israël en tant que Premier ministre. Et quand on a du pouvoir, on a, comment dire, la folie des grandeurs. Donc Netanyahou se dit, il faut que je laisse quelque chose d'impérissable à mon pays. Il faut que je sois le plus grand, le plus fort, etc. etc. Bon. Et donc, et puis aussi, il a des affaires judiciaires. C'est-à-dire, il sait que s'il y avait des élections après le 7 octobre, l'échec du 7 octobre, il aurait été balayé, il serait retourné au tribunal, et il aurait même risqué la prison. Quelle fin pour un Premier ministre qui se voulait le roi d'Israël. Voilà. Et donc, il s'est dit, il faut aller jusqu'au bout. Donc, pas question de négocier sur les otages, il faut aller jusqu'au bout, etc. Et vous savez, les Israéliens ils tombent dans leur propre piège. C'est-à-dire, ils ont toujours gagné des guerres éclairs. Bon, à part celle du Liban de 2006, mais enfin, c'est pas non plus. Enfin bon, c'était un conflit localisé où ils n'ont pas gagné. Voilà. Bon. Enfin bon, en tout cas, ils ont reçu une petite année, mais c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que les Israéliens ont l'impression, à juste titre d'ailleurs, qu'ils sont les maîtres du Moyen-Orient et les maîtres de l'Occident. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font faire ce qu'ils veulent aux États-Unis, à l'Union européenne. La Russie les respectait, la Chine les respectait, l'Inde les respectait. Les pays arabes étaient tétanisés. Aucun pays arabe n'osait lever la voix. Et donc, Netanyahou s'est dit, bon, on va quand même pas lâcher. Donc, il va, comment dire, c'est toute la... Vous savez, d'ailleurs, j'ai souvent dit, avant, il y a eu des guerres à Gaza, contre la bande afghane, contre le Hamas à Gaza. Mais ça se limitait à une semaine, on détruisait quelques trucs et puis on signait une trêve. Et là, il y a eu un élément nouveau qui est venu et qui est le désir ou le projet de vider Gaza de ses habitants pour la réoccuper pour des raisons stratégiques et gazières et énergétiques. Voilà. Et il pensait que ça allait aller de soi. Voilà.
C'est-à-dire qu'en quelques jours, on allait faire ça. Le drame des Israéliens, le drame des tout-puissants, c'est que comme ils ont toujours réussi, ils pensaient que, bon, on va faire une bouchée de Hamas, on va liquider, on va faire pression sur l'Égypte pour faire partir, etc. Et puis, ben, les plans ne sont pas concrétisés. Et le Hamas et le Hezbollah fait partir 80 000 habitants du nord d'Israël, qui est une humiliation terrible pour les Israéliens. Et au lieu de se dire, Netanyahou, au lieu de se dire, bon, j'arrête les frais, je vais trouver une solution négociée, le drame, quand on est trop puissant et trop arrogant et trop méprisant vis-à-vis des bougnoules, c'est qu'on ne voit pas la solution raisonnable. C'est ça le drame. Et les Israéliens devaient finir un jour ou l'autre par tomber dans le piège, parce qu'ils sont devenus tellement arrogants, tellement puissants, tellement méprisants, qu'ils se disent, mais on va écraser tout ça, on n'en a rien à foutre, même de l'opinion mondiale. Ils ont dit au début, nous allons leur couper l'eau, nous allons leur couper l'électricité, nous allons les affamer, etc. Ils ont donné une image au monde, quelque chose d'hallucinant. Alors, comment ça va se terminer? Bon, à mon avis, enfin, un jour, un moment ou un autre, il va y avoir une trêve, pas la paix. Il y aura une trêve, à mon avis. Bon, voilà, parce que une trêve avec le Hamas, une trêve avec le Hezbollah, mais le problème ne sera pas résolu. Ça veut dire aucun problème ne sera réglé. Et donc, voilà, enfin, voilà, je ne sais pas, je pense qu'on arrivera à une trêve. Netanyahou perdra le pouvoir, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ceux qui viendront après feront la même chose, mais avec moins de brutalité et moins d'arrogance, c'est tout. Très bien. Merci, M. Cohen. Je vais donner la parole sur Twitter et je reviens sur TikTok après. Bégive, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Cohen. Sur cette histoire d'Assad, je veux rapporter de l'eau à votre moulin, M. Cohen. Parce qu'il y a Hadi Boutaleb qui était conseiller d'Assad, vous le connaissez, qui n'est pas une girouette. Il avait écrit dans ses mémoires. Attends, il n'a pas entendu. Tu peux répéter le nom? Abdelhadi Boutaleb. Ah oui, d'accord, ok. Qui était conseiller d'Assad II. Il a écrit dans ses mémoires que cette histoire de 1965, c'était une société de production en fait française qui avait la tâche de récupérer les films et de les, comment on appelle ça dans le jargon professionnel, les rushs, les développer en fait. D'accord. Voilà. Et donc cette société, elle avait le siège à Paris. Et visiblement, comme vous le dites vous, il y avait des CNIM qui ont fait la copie du film qui s'est peut-être retrouvé à Tel Aviv. C'est de là où vient l'arnaque et je donne de la crédibilité à cette version parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais sa langue dans sa poche. Et d'ailleurs, il a été viré au moins 4 fois par Hassan II. Ça, c'est concernant cette histoire d'arnaque de I-24. Donc, c'est aussi pour attiser cette propagande sur les réseaux entre Algériens et Marocains, Marocains et Algériens. Ça part aussi dans ce sens-là, et je l'ai remarqué. Pour l'Iran, est-ce que, vu l'historique entre l'Iran et Israël, 1980, l'Iran Gate, l'accord de transfert de 60 000 juifs vers Israël, l'ingérence en Irak, l'ingérence en Syrie. Donc, on voit bien qu'il y a une concurrence entre les deux pays. Est-ce que, comme on va dire, des frères ennemis, est-ce que la réponse iranienne qui était justifiable et justifiée, qui était tardive, très tardive, parce que Israël a bien tué des scientifiques, elle a failli même déclencher une catastrophe nucléaire en piratant le site
de la centrale nucléaire iranienne à l'époque. Est-ce que si cette frappe serait tombée juste après le premier échange de prisonniers, on a eu cette frappe alors que il y avait beaucoup de voix à l'époque en Israël qui se levaient, qui avaient des dissensions, les choses n'étaient pas allées très loin, ils n'ont pas pénétré à Rafah. Est-ce que cette frappe serait venue à l'époque? Est-ce qu'on n'aurait pas précipité l'arrêt de la guerre? C'est ça que je me pose comme question. Ok, merci. Le problème de l'Iran, c'est que l'Iran connaît l'hostilité viscérale de l'Occident à son égard et l'envie d'en découdre. Voilà. C'est-à-dire que les Américains et les Israéliens n'ont qu'une obsession, l'occasion rêvée de frapper l'Iran, enfin voilà, au maximum. Voilà. Donc l'Iran doit jouer avec cet élément. À chaque fois que l'Iran doit intervenir quelque part au Moyen-Orient, elle doit se dire qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire pour ne pas donner le prétexte aux Américains et aux Israéliens qui ne demandent que ça pour taper. Voilà. Et donc, l'Iran doit jouer avec cet élément-là qui n'est pas anodin pour lui. C'est-à-dire, l'Iran connaît la puissance de feu. Bien sûr, il peut répliquer, mais il peut répliquer sur des bases américaines. L'Iran n'avait pas. L'Iran a développé son potentiel balistique, etc., que depuis 2 ou 3 ans. Je veux dire, pour frapper Israël et tout, c'est assez récent. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, il ne pouvait pas se permettre le moindre faux pas, voilà, qui aurait donné le prétexte aux autres de frapper fort. Voilà. Et donc, toute sa politique de prudence, de mesure et tout, doit être vue à la lumière de cet élément fondamental. Voilà. Très bien. Je vais donner la parole à Huggy sur TikTok. Oui, salam alaikum, Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Cohen, ma question elle est très simple. Ma question, vous avez développé sur question politique, qu'est-ce qui se passe avec l'État d'Israël et le monde arabo-musulman. Et point de vue spirituel et religieux, vous n'en avez pas parlé. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez dit qu'Israël a adressé et a tapé sur la tête sur tous les pays musulmans qui ont levé la tête contre Israël. On est bien d'accord. On l'avait bien dit en direct. Quelle est la situation du point de vue d'Israël par rapport à l'Algérie? Est-ce que Israël utiliserait le Maroc pour enclencher une guerre dans la région? Ou est-ce que Israël attend le bon moment pour attaquer l'Algérie? C'est mes 2 questions. Par rapport au point de vue religieux, parce que vous avez parlé de politique. La première question, je n'ai pas entendu. Hein. Alors, Huggy, s'il te plaît, doucement, parce qu'il y a un petit écart. Voilà. La première question, c'était. Je vais répondre à la deuxième et il me reposera la première, d'accord? Allez-y, pas de souci. La deuxième. Je n'ai pas bien entendu. Pas de souci, allez-y. Comme tout pays arabe hostile, l'Algérie est en but non seulement à Israël, mais à la France, à l'Amérique. Je veux dire, c'est un pays, disons, l'Occident n'aime pas les pays un peu trop indépendants qui ne se soumettent pas complètement. Voilà. Et donc, j'ai raconté cette anecdote où, dans une loge de la franc-maçonnerie juive, le Bnai Brit, en 2006, les sionistes avaient organisé une réunion avec des autonomistes séparatistes algériens pour les aider à mener leur combat. Donc, Israël, elle a plusieurs fers au feu. L'autonomie, c'est-à-dire exploiter ceux qui veulent, entre guillemets, leur autonomie ou leur indépendance, Kabyle par exemple, utiliser par exemple comme
le Hirak, par exemple, Ahmed Ben Saada avait montré que beaucoup de chefs, peut-être même malgré eux, à leur insu, ont été financés par une filiale de la CIA qui s'appelle la promotion de la démocratie. Donc c'est une manière aussi de fragiliser un régime. Je ne dis pas que l'Algérie est un État démocratique, la question n'est pas là. Je dis que quand un pays, par exemple, vous ne verrez jamais une révolution colorée au Maroc, par exemple. Pourquoi? Parce que le Maroc est un pays ami. Donc on ne va pas créer une révolution colorée, c'est-à-dire les droits de l'homme, etc. L'Algérie, oui. L'Algérie est un pays hostile, donc on va lui créer, ils savent y faire. Ils l'ont fait en Géorgie, ils l'ont fait en Ukraine, etc. D'accord? Bon. Et donc, ça aussi, c'est une manière de fragiliser un pays. Et puis, il y a récemment l'alliance avec le Maroc, l'alliance militaire, où on sait que, par exemple, le Maroc a acheté pour $1 milliard il va même ouvrir une usine de drones, je crois, ou de missiles. Donc, ça peut être aussi un levier pour un proxy pour Israël et l'Occident pour faire la guerre à l'Algérie. Voilà. Quelle est la première question? Quelle était la première question? La première question, c'était concernant la situation au Moyen-Orient. Vous avez parlé sur le plan politique et Oui. la question, c'était plutôt sur le plan religieux, C'est-à-dire? de ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous n'en avez pas parlé. Bon, pas très bien. C'était plus ou moins sa question à Guy. Attendez, je vais lui redonner la parole, il est là. D'accord. Ma première question, c'était, vous avez fait une analyse politique, mais pas côté religieux, en voyant que tous les fanatiques israéliens qui sont comme des rabbins, qui sont vraiment fanatiques, qui poussent aussi à la guerre, qui ne poussent pas à la paix. Ah, ce sont les religieux qui poussent à la guerre? Non, 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 c'est l'État profond sioniste. Vous savez, j'ai eu l'occasion de dire que dans l'ADN du sionisme, dès les années 1920, d'accord, dès leur installation en Palestine, dans leur ADN, il y avait l'élément qu'on sera toujours en guerre, qu'on ne va s'imposer que par la guerre. Donc les discours des religieux aujourd'hui ne viennent que, comment dire, comme la crème chantilly. Voilà, c'est comme un plus, un tout petit peu plus, voilà, un décorum. Voilà. Mais le fond du problème, c'est que le sionisme est une idéologie de guerre, voilà, et de domination. Et il n'était pas religieux. Très bien. Il y avait El Aura qui est avec nous sur YouTube. Vous avez un souci de connexion du micro. Veuillez connecter votre micro. Je vous donnerai la parole juste après. J'ai avec nous Jamel. Ah, d'accord. Jamel, bonsoir. Ouais, bonsoir. Salam alaikum, ça va? Ça va, merci. Bonsoir, monsieur Cohen. Moi, j'ai une question pour vous parce que bonsoir. J'ai une question pour vous que je viens de reprendre sur un live de sionistes où les gens se moquent un petit peu de ce qui va se passer. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils attendent que Israël passe les fêtes religieuses et pour attaquer et détruire l'Iran, et notamment un gros plan qui se déroulera aux alentours du 7, le jour de l'événement qui a déclenché toute cette guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ce sont des, comment je trouve pas le mot, ce sont des spéculations vides de sens, voilà. Elles n'ont aucune, ce sont des spéculations gratuites. N'importe qui peut dire ce qu'on veut, enfin n'importe quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de. D'accord. D'ailleurs, ça m'étonnerait fort qu'Israël se lance aujourd'hui, vraiment. Ça m'étonnerait très très fort. Il n'a même pas été capable de répliquer. Donc ça m'étonnerait fort qu'il se lance dans une aventure comme ça. Voilà.
Très bien. Je reviens sur Twitter. El Aura, vous avez toujours le problème de micro sur YouTube. Alors, je ne peux pas vous donner la parole. Vas-y, Ska, c'est à toi. Excusez-moi, j'avais encore une autre question et j'avais trouvé une idée parce que Monsieur Cohen, vous avez par rapport à la manipulation d'informations et je viens d'y penser parce qu'en fait j'ai vu que il y a un certain temps quand la Palestine avait accueilli les sionistes, j'avais vu qu'il y avait une partie où il y avait des pièces avec l'emblème et est-ce que je me demandais, est-ce que les sionistes étaient aussi dans les parties allemandes à ce moment-là de la guerre mondiale? Est-ce que les sionistes, pardon? J'ai pas bien entendu, moi non plus. Tu peux répéter la fin de ta question, s'il te Est-ce que plaît? les sionistes Ouais, était bien avant la guerre mondiale. Excusez-moi, est-ce que ils étaient à ce moment-là? Ah, tu veux dire, est-ce que le sionisme est présent déjà bien avant la guerre mondiale? La première ou la seconde? On va dire les deux, Ok, à voilà. peu près. Est-ce que le sionisme existait déjà avant les deux premières guerres mondiales? Alors, le sionisme en tant qu'idéologie existait à peu près depuis 1880, en tant qu'idéologie. D'accord? D'accord. Et il était très minoritaire chez les Juifs, essentiellement d'Europe occidentale. Très, très minoritaire. Voilà. Et il n'a commencé à se concrétiser, c'est-à-dire un début de, comment dire, de départ d'organisation sioniste en Palestine qu'à partir des années 1920. Voilà, réellement, 1900, à la limite un peu avant, mais c'est surtout à partir de 1920 qu'il commençait à y avoir une colonisation assez importante du sionisme en Palestine. Voilà. Très bien, merci. Abdel, c'est à toi sur TikTok. Pardon, je vais juste dire un détail. La ville de Tel Aviv a été fondée en 1911. La ville de Tel Aviv, c'était une plage. Et des sionistes sont arrivés, ils ont dit ici on va faire une ville. Donc Tel Aviv, donc elle a commencé comme un patelin qui a duré probablement, qui est resté un patelin pendant une dizaine d'années avant de connaître une expansion. Voilà. Merci à toi, Abdel. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Jacob Cohen. Je voudrais vous poser deux questions. Alors, la première, c'est est-ce que vous connaissez le général Shlomo Gazit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça me Ancien dit quelque chose? enseignement militaire israélien. Oui. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à... Oui, alors? Allô? Oui, on t'entend. Vas-y, il y a un petit décalage, mais vas-y. Alors, cet ancien général, M. Shlomo Gazit, précise clairement alors attendez, je regarde. Il avait une brigade qu'il appelait la brigade des oiseaux, il me semble. Alors, je le reprends. Alors, extérieur israélien, le Shin Bet et le Mossad, connus sous le nom des oiseaux. Donc, lui, apparemment, il dirigeait cette cellule et il précise qu'ils ont bel et bien reçu des enregistrements de Hassan II lors de la réunion de la Ligue arabe dans l'hôtel où était reçue la Ligue arabe. Et ça a été déclaré dans le Time of Israel. Est-ce que ça vous parle? Alors, juste, Abdel, concernant cette question. Bon, la deuxième question. Ouais, monsieur Cohen, 2 secondes. Parce que là, on arrive à la fin. Hein. Oui, justement. Abdelkader, cette source, tu me l'envoies. Moi, je l'enverrai à monsieur Cohen. Il traitera, il regardera. Et puis, de toute manière, on va faire un live sur ce sujet à l'occasion. Donc, voilà. Par contre, pose ta deuxième question. Alors, désolé pour la question. Alors, j'ai une autre question. Moi, je voulais savoir si vous étiez favorable justement à la création de ce fameux foyer juif sioniste en terre de Palestine. Et est-ce que les actions qui ont été commises contre justement les Palestiniens étaient légitimes à l'accession
des territoires par les Israéliens qui y sont aujourd'hui. J'ai entendu uniquement la première partie, malheureusement. Bon, moi, personnellement, je considère le sionisme comme une aberration, une déviance du judaïsme. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Enfin, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai vécu dans un ghetto au Maroc, le Mella, un ghetto juif où on était presque 20 000 personnes. Donc, quand même, avec pas mal de rabbins, etc., des écoles, un lycée et tout. Dans les années 50, avant l'indépendance, les sionistes étaient venus, ils avaient ouvert un local au Mella. Mais on les regardait comme des pestiférés. Les rabbins nous disaient, faites attention à ces mécréants. Donc, je veux dire, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme au départ. Si vous voulez, jusqu'en 1948, 95% ou 98% des religieux à travers le monde étaient contre l'idéologie sioniste. Donc, le mouvement sioniste, il a fini par s'imposer, mais ça c'est une autre histoire. Mais et moi en plus, j'ai une dent contre les sionistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit une communauté juive marocaine qui était forte de 300 000 personnes, 400 000, et qui était extraordinaire, enfin qui avait ses habitudes, ses traditions, son mode de vie, etc., et qui ont fait péter tout ça. Le sionisme a détruit toutes les communautés juives des pays arabes, par exemple. Donc, moi, enfin, depuis que j'ai pu analyser rationnellement les choses, je suis contre cette fausse illusion, voilà. Cette illusion qui soi-disant, apporte le salut aux Juifs. D'ailleurs, à mon avis, le peuple juif va payer très cher cette aventure. Voilà. Très bien. Monsieur Cohen. Alors, dernière question, alors, Wally. Allez, c'est Novak qui est avec nous sur YouTube. Je suis désolé. Hein. Pas de souci, Monsieur Cohen. On ne vous entend pas, Novak. Novak. Malheureusement, on ne vous entend pas. Je vais donner la parole à quelqu'un sur TikTok. Les amis, alors. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Tu voulais réagir ou poser une question à M. Cohen? Oui, je voulais poser une question par rapport à l'Iran. Allez, donc, apparemment, depuis l'élimination du général Soleimani et puis dernièrement, donc, du leader du parti chiite libanais, on voit bien qu'il y a une cinquième colonne donc, au sein de l'Iran. Et si on met en perspective les choses, donc on voit bien que bon, l'Irak a été coupé, la Syrie, donc beaucoup de pays autour. Donc moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un terrain de négociation entre une partie des Iraniens et Israël pour faire le grand Israël en fait? Parce que si on regarde la carte, déjà la moitié. Alors, je t'arrête. Monsieur Cohen a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Et du coup, on va pas relancer cette question. Je vais donner plutôt la parole à quelqu'un qui a essayé de monter sur YouTube depuis tout à l'heure et il a réussi à trouver le problème. Donc, désolé. Voilà. C'est à vous, El Ora, pardon. Bonsoir. J'avais 3 petites questions à ce sujet. Je voulais savoir pourquoi actuellement, dans l'ère moderne actuelle, c'était les chiites qui étaient contre Israël actuellement et pas le monde sunnite. Secondo, je voulais savoir si le Hezbollah ne rendait pas. Attendez. Ouais. Alors, je vais répondre à cette question très vite. Au Liban, en 82, lorsque
les Israéliens ont envahi le Liban jusqu'à Monsieur Beyrouth. Cohen, juste reculer un petit peu parce qu'on voit, Ah oui, voilà, voilà. En 82, lorsque les Israéliens ont envahi le Liban jusqu'à Beyrouth, il n'y avait pas de Hezbollah, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, et les chiites libanais avaient applaudi à l'arrivée des Israéliens. Voilà. Avec Nabih Berri. Voilà. Bon, je ne vais pas développer parce que sinon ça nous mènerait trop loin. Deuxième question. Deuxième question, je voulais savoir si le Hezbollah ne rendait pas service à Israël pour sa politique expansionniste, notamment pour envahir le Liban et créer le Grand Israël. Vous savez, les Israéliens occupent des territoires arabes conquis par la force. D'accord ? Le Golan, la Cisjordanie, ils ont occupé le Sinaï. À chaque fois, soit ils ont gardé, ils n'ont jamais rendu un territoire occupé, soit ils l'ont rendu en échangeant. La seule fois où ils sont partis d'un territoire occupé, c'est-à-dire le Sud-Liban, la queue entre les jambes, parce que défait militairement, c'était par le Hezbollah en l'an 2000. Le Hezbollah leur a mené la vie dure de 1982 à 2000 et les Israéliens ont été obligés de quitter le Sud-Liban, la queue entre les jambes. Donc, il ne faut quand même pas exagérer. Enfin, bon. Troisième question. Troisième question, c'est par rapport à la position d'Algérie. N'est-elle pas ambiguë à votre sens lorsque l'Algérie signe avec une société de lobby proche d'Israël avec Ehud Barak, que Time of Israel parle également de Bouteflika lorsqu'il a demandé de l'aide à Israël pour avoir cette protection. Donc, comme pays entre guillemets dit révolutionnaire, n'a-t-elle pas un langage assez ambigu et ne veut-elle pas avoir une communication avec Israël peut-être cachée? Okay. J'ai déjà répondu à cette question, mais je répondrai encore une fois. J'ai dit que nous avons affaire à des États. Voilà. Et un État, il a des intérêts économiques, diplomatiques, militaires. Et donc, parfois, aucun État, je dis bien aucun État n'est vertueux. Voilà. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Un État vertueux, ça n'existe pas. C'est même contraire à l'idée de l'État. J'ai même fait une vidéo sur la raison d'État. C'est quoi la raison d'État? C'est-à-dire un État, il a des obligations, des nécessités. Il est dans un monde, il est dans une jungle où il faut négocier, où il faut se battre, etc. Et donc, parfois, n'importe quel État, vous savez, même Israël, l'État des Juifs, il a négocié avec les nazis d'Hitler. Donc, vous savez, il arrive un moment où un État fait des choses qui ne sont pas en accord avec sa philosophie politique, avec ses idéaux, etc. Donc, tout État, un jour ou l'autre, est obligé de composer parce que la réalité du monde est telle qu'on ne peut pas. L'État a des obligations, a des nécessités, il doit développer un pays, il a des intérêts, il a des frontières à défendre, etc., etc. Et donc, il n'est pas étonnant que pour l'Algérie comme pour n'importe quel État, je ne connais pas les détails de cette histoire, mais la question n'est pas là. N'importe quel État, un jour ou l'autre, fait des concessions parce que le monde, il est ce qu'il est. Voilà. Non, mais la position sur la Palestine, elle est claire pour l'Algérie, on est d'accord? Oui, voilà, bien sûr. Mais en même temps, un État peut parfois être obligé voilà. J'ai dit, il n'existe aucun État vertueux qui soit tout le temps vertueux. Ça n'existe pas. Voilà. Un jour ou l'autre, un État fera telle ou telle chose parce que l'État est un monstre froid. Voilà. Très bien, bon. Ce sera le mot de la fin. Merci, M. Cohen, de nous avoir accordé presque 1h30 ce soir. Je vous en prie. Et on se donne rendez-vous, si tout va bien, vendredi prochain. Et s'il y a un événement de l'actualité, on se contacte. Très bien, avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci, M. Cohen. Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous sur toutes les plateformes. Je clôture mon live et je reviens vers vous. Allez, à bientôt. Salam alaikum. Merci beaucoup.
désolé les amis, j'ai oublié de vous dire pour ceux qui n'ont pas suivi l'entretien exceptionnel aujourd'hui avec Pierre Galland. Je vous invite à aller le voir sur la chaîne Altitude, hein, tous ceux qui suivent sur YouTube, Facebook, tout ça, sur la chaîne de Jacob Cohen, la chaîne de Farida Belgoul. Vous avez la possibilité de voir l'entretien avec Pierre Galland qui s'est déroulé ce matin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude pour revoir cet événement. Voilà. Bonne soirée à tous. Salam alaikum.